Bonsoir. Mais bon Dieu, quel balai de soutane entre Rome et Yaoundé en une semaine. La visite du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican au Cameroun, du 28 janvier au 3 février dernier, n'est pas un classique, y compris dans la relation bilatérale entre le Saint-Siège et notre pays, vieille de 55 ans. Les spécialistes de la diplomatie pontificale, la plus réservée au monde, accordent leur violon sur un constat. Les offices du numéro 2 du Vatican auprès des États sont une chose rare. Fait inhabituel aussi, le déplacement d'un émissaire secrétaire d'État à la Cité du Vatican pour remettre le pallium, cet ornement, symbole de l'autorité pastorale des archevêques et du pape. De tradition, les archevêques allaient à Rome pour recevoir le pallium des mains du souverain pontife lui-même, jusqu'à la décision du pape François de conférer ce pouvoir aux nonces apostoliques. Et c'est ce pape François qui a dépêché en terre camerounaise son missi Dominici pour remettre le pallium à Monseigneur Andrew Nkeya Mfwanya, archevêque de la province ecclésiastique de Bamenda. Chose faite après une audience préalable au Palais de l'Unité avec le maître des séances, le président de la République, Paul Biya, qui était représenté par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, lors de la visite de Bamenda. Dans le nord-ouest, le cardinal Parolin a eu des entretiens avec les autorités administratives, religieuses et traditionnelles au sujet de la crise qui affecte les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le temps des cathédrales, pourrait-on dire, dans ce malaise qui continue d'endeuiller des milliers de familles camerounaises et de faire tourner la machine économique au ralenti. Que peut la visite du légat du pape François et où en sommes-nous avec le processus de paix? Éclairage avec notre invité, le ministre Félix Mbayou, un diplomate de formation et de carrière, titulaire d'un doctorat 3e cycle en relations internationales. Il était en tout cas le chef du secrétariat technique du Grand Dialogue National et membre de la délégation gouvernementale qui s'est rendue récemment à Bamenda à l'occasion de la visite de l'émissaire du pape. Félix Mbayou, bonsoir. Bonsoir Romuald. Bienvenue à Actualité Hebdo. Merci beaucoup. Commençons par recueillir un peu votre réaction sur l'actualité récente également de la semaine, à savoir l'élimination des Lions A' du CHAN 2020. C'était mercredi dernier à Limbé, à l'issue d'une rencontre contre le Maroc. Comment avez-vous vécu cette rencontre et cette élimination? J'ai été peiné de voir notre équipe éliminée par 4-0. J'ai suivi le match en compagnie de quelques membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique parce qu'on était en pleine campagne pour notre candidate au poste de secrétaire général de la Convergeste. Et je dois vous dire que parmi les diplomates qui étaient présents, il y avait l'ambassadeur de Maroc. Et comment disons que l'ambiance était assez cool, assez conviviale, et on l'a félicité. Disons que c'est le sport. Avec fair play. Avec fair play, la meilleure équipe a gagné. Mais au lieu de pleurnicher cette défaite, mieux vaut qu'on se focalise sur les aspects positifs. Le Cameroun a très bien organisé cette CHAN. On a été éliminé en quart de finale, mais on a vécu cet engouement populaire à Limbé. Vous avez vu les 25% des sièges qui nous a été alloués étaient complètement occupés. Donc, pour dire que l'équipe nationale du Cameroun, les populations du Cameroun soutiennent leur équipe. Donc, voilà ce que je souhaite retenir de l'événement de Limbé, par notre défaite. Très bien. Je reviens à vous dans une minute pour célébrer donc ensemble cette grande messe de l'actualité hebdomadaire avec désormais les rubriques et les refrains habituels. Le grand reportage conduit par un de nos éditorialistes, Joseph Clément Oumba, sur la visite du secrétaire d'État du Saint-Siège au Cameroun, l'enquête d'actualité menée par Serge Atan-Nabisso sur le rôle de l'Église dans la résolution des crises au Cameroun et bien sûr l'air du temps, la chronique sociale de Franck Evinam sur les goûts vestimentaires des jeunes puisque nous sommes en pleine célébration de la fête de la jeunesse qui s'annonce le 11 février prochain. Prenez donc un verre d'eau avant de commencer, mesdames et messieurs. À tout de suite.
Commençons donc tout de suite par un regard sur la visite du légat du pape François au Cameroun. Alors, une visite pareille, Monsieur le ministre, en tant que diplomate, quelle importance et quel intérêt revêt-elle? La visite était une visite très importante sur plusieurs plans. D'abord, ce n'est pas tous les jours, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on reçoit en visite le numéro 2 du Vatican. Le cardinal Pietro est venu au Cameroun à un double titre. C'est un cardinal de l'Église catholique, mais aussi c'est le numéro 2 du Vatican. Et ceux qui connaissent le rôle que le Vatican joue dans la diplomatie mondiale, le rôle de la diplomatie pontificale, constateront que sa visite au Cameroun, dans le contexte actuel, était une visite très importante. Donc, on peut évaluer cette visite sur plusieurs plans. D'abord, le contexte dans lequel il est venu au Cameroun. Quel est-il ce contexte? Disons qu'il est venu au Cameroun dans un contexte où nous vivons des moments difficiles sur plusieurs plans. Le Cameroun connaît la situation que vous connaissez dans le nord avec Boko Haram, ce que nous connaissons dans le nord. À l'extrême nord. À l'extrême le nord. grand nord d'une manière. L'extrême nord avec Boko Haram, à l'est avec les réfugiés, et dans le nord-ouest et le sud-ouest avec cette tentative des séparatistes, mais aussi avec ce défi de la Covid que nous vivons. Donc il est venu dans ce contexte et sa décision d'aller à Bamenda, il est parti d'abord pour remettre le pallium. Et ce n'était qu'un prétexte. Je ne dirais pas que c'était un prétexte, mais c'était peut-être une occasion pour lui de vivre la situation sur le terrain et de pouvoir contribuer à sa manière à cette œuvre du chef de l'État à ramener la paix dans ces deux régions. Vous savez, l'Église catholique dans ces deux régions occupe une place assez importante. L'Église catholique a plusieurs établissements scolaires, des dispensaires, et il faut rappeler que à l'aube de l'indépendance, quand les Britanniques partaient, il n'y avait qu'une seule école secondaire, et c'était une école catholique, c'est college. Donc depuis très longtemps, l'Église catholique a pu occuper l'espace, et je ne dirais pas seulement l'Église catholique, mais la plupart des églises chrétiennes. En tout cas, on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur la place et le rôle de l'Église catholique tel que je l'ai annoncé dans la résolution des conflits au Cameroun. Mais dites-nous, vous qui étiez à Bamenda, qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, je ne dirais pas que j'étais dans les secrets de Dieu, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que le cardinal a dit publiquement, il a dit publiquement que la violence ne résout pas les problèmes. Je crois que en le disant, il a voulu mettre l'emphase sur le message du chef de l'État. Parce que ce n'est pas un discours nouveau. Ce n'est pas un discours nouveau, mais il a répété le message du chef de l'État qui demande aux sécessionnistes de déposer les armes, aux enfants qui ont décidé d'aller vivre en brousse et de s'aimer le désordre, de déposer les armes. L'Église catholique est une église qui prêche la paix, la fraternité, et qui croit qu'on peut résoudre tous les problèmes par le dialogue. Et c'est l'option du chef de l'État depuis le début de cette crise. Depuis le début de cette crise, le chef de l'État a opté pour le dialogue. Rappelez-vous, cette crise a commencé avec des doléances des enseignants et des avocats. Le chef de l'État a dépêché des membres du gouvernement jusqu'au rang de Premier ministre d'alors, le Premier ministre Tian Abamenda, qui a pris la peine de discuter, d'écouter toutes les doléances. Le chef de l'État a décidé de répondre, de résoudre toutes les doléances légitimes. Mais ce qui s'est passé pendant ce dialogue, c'est ce qui, je dirais, si vous jouez un match de football, chaque fois que vous vous approchez de cage de but adverse,
on déplace le poteau, il est difficile de marquer un but. Et ce qui s'est passé pendant ce dialogue, c'est qu'il y avait des gens qui étaient parmi ceux qui étaient dans la salle, qui étaient décidés par tous les moyens de saboter cet exercice. Avant de parler du dialogue, oui. restons encore à Bamenda. Les séparatistes ont appelé au boycott de cette visite, mais selon les nouvelles, cet appel-là n'a pas eu d'écho. Vous confirmez que c'était une visite populaire et réussie? Pas selon les nouvelles. Vous avez tous suivi à la télé ce qui s'est passé. Disons que cette visite a donné l'opportunité aux populations de Bamenda de défier les séparatistes. Vous vous rappelez, si vous avez suivi le discours de l'archevêque de Bamenda, il a dit ceci: la foi a dominé la peur, l'intimidation. Donc pour dire ceci, les séparatistes ont perdu le nord. Les séparatistes, évidemment, sont sur un chemin sans issue. Parce que demander aux gens, aux chrétiens, de boycotter la visite d'un prélat de ce niveau, de ne pas aller à l'église un dimanche, quelque part, on constate qu'ils ne réfléchissent plus. Et les populations, l'engouement populaire a prouvé qu'ils ont perdu cette peur qu'ils avaient instaurée. Les populations commencent à dominer cette peur. Mais durant les échanges, est-ce qu'il y a eu des problèmes nouveaux qui ont été posés en dehors de ceux qu'on connaît déjà et qu'on connaît depuis le Grand Dialogue national? À ma qualité de rapporteur général du Grand Dialogue national, tout ce qu'on peut dire de cette crise en termes de diagnostic a été dit pendant ce Grand Dialogue. Mais pourquoi ça? Tout ce qu'on peut proposer en termes de solutions ont été proposés pendant ce Grand Dialogue. Mais vous savez, la démocratie, l'état de droit et les réformes, c'est un processus, c'est une construction. Et on ne décrète pas le retour à la normalité. D'aucuns se diront, le Grand Dialogue a eu lieu. Comment ça se fait-il que les violences continuent? Je répondrai tout simplement ceci. Ça dépend de quelle perspective on regarde les choses. Depuis le Grand Dialogue national, il y a une nette amélioration de terrain. Parce que quand, à la fin de ce Grand Dialogue, le chef de l'État avait dit qu'il a reçu toutes les recommandations et ces recommandations seront mises en œuvre en tenant compte de leur faisabilité et des moyens que nous avons. Parmi les plus grandes recommandations de ce Grand Dialogue, il y avait cet engouement pour une décentralisation accélérée et surtout pour le statut spécial pour les deux régions. Nous en parlerons tout à l'heure, mais je reviens sur ma question. Ce que vous dites là signifie qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que la visite du légat du pape François a été une occasion de réchauffer des choses déjà entendues? Non, pas nécessairement de réchauffer les choses déjà entendues. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? mettre de l'emphase. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez un peu. Il est venu pour renforcer la place de l'Église dans ce processus de retour à la paix. Pour une raison simple. Quelle a été la tactique, la stratégie des séparatistes? C'était de rendre les deux régions ingouvernables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que dans les deux régions, comme presque partout au Cameroun, il y a des piliers de l'autorité dans ces deux régions. Il y a l'autorité politique, publique, il y a l'autorité traditionnelle, il y a l'autorité religieuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attaquer à tous ces symboles-là. Ils ont tué des prêtres, l'archevêque l'a dit, ils ont tué des chefs traditionnels, ils ont tué des préfets, ils ont brûlé les églises. Quelque part, ils ont ébranlé non seulement les fondations traditionnelles, mais aussi les fondations de l'église. Il est venu pour aider l'église à reprendre sa place dans ce processus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé les frères prêtres de jouer leur rôle, qui est le rôle des messagers de la paix. Donc, dans les détails,
l'archevêque ne pouvait pas venir en quelques jours maîtriser toutes les données, les réalités du Cameroun. Il est venu écouter. Et il a écouté les prêtres. Et il a écouté parmi ces prêtres, parmi ces prélats, l'archevêque de Bamenda. Depuis qu'il est là, vous voyez que les choses bougent parce qu'il a une compréhension de la situation sur le terrain. Il comprend que l'Église ne peut qu'être un partenaire de l'État pour travailler, œuvrer pour le retour de la paix. Donc, maintenant, à votre analyse et à votre connaissance du système des relations internationales, notamment de la diplomatie vaticane, est-ce que vous avez le sentiment que le Saint-Siège va effectivement mobiliser ses instruments diplomatiques pour aller bien loin dans l'apaisement de la situation, au-delà de la visite du légat du Saint-Père? Disons, je suis très confiant que le cardinal, ayant vécu la situation sur le terrain, ayant discuté avec le chef de l'État, ayant discuté avec les chrétiens sur le terrain, il a compris beaucoup de choses sur le Cameroun. Je crois qu'il est parti du Cameroun, sachant bien que la situation de crise au Cameroun n'est pas aussi facile à régler comme d'aucuns croient à l'extérieur. Les gens vont, d'une façon simpliste, résumer à une crise anglophone, francophone. Ce n'est pas le cas, puisque il y a au Cameroun plusieurs facteurs de complexification. Nous avons plusieurs ethnies, nous avons plusieurs religions, nous avons, entre autres, le fait qu'il y a un brassage de populations tel qu'on n'a pas de Bantoustan au Cameroun où on ne trouve que les francophones ou bien les anglophones. Donc, repartant d'ici, jouant le rôle que le Vatican joue dans les affaires du monde, la diplomatie pontificale joue un rôle très important dans les sphères où les grandes décisions sont prises. Donc, notre espoir est ceci, qui pourra, de retour du Cameroun, essayer d'expliquer effectivement ce qu'il a compris de la nature, de la complexité de la crise au Cameroun. Donc, je ne dirais pas qu'il est venu seulement pour réchauffer les mêmes choses. Mais ce n'est pas une mauvaise chose si un cardinal rappelle aux gens que la violence ne paye jamais. Ce n'est pas une mauvaise chose si le cardinal rappelle aux gens qu'il faut déposer les armes. C'est le message que tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté ont toujours prêché. Donc, je suis confiant que même les prêtres ont compris, ont écouté le cardinal, que leur rôle, c'est de contribuer au retour de la paix. Leur rôle est d'accompagner tous les acteurs constructifs pour le retour de la paix. Voilà, Félix Mbayou, avant de poursuivre cet entretien, je voudrais vous proposer avec nos téléspectateurs qui regardent cette émission un premier arrêt. On va tirer les leçons et le bilan de la visite du légat du pape François au Cameroun. C'est dans ce grand reportage mené par Joseph Clément Omba. Sous la soutane du cardinal, c'est un missionnaire de la paix que le secrétaire d'État près le Saint-Siège, Pietro Cardinal Parolin, foule le sol camerounais, terre bénie ayant eu l'insigne privilège de recevoir 3 visites de souverains pontifs. Son escale au palais de l'Unité est riche en symboles. Le missionnaire de la paix va à la rencontre du mendiant de la paix, le président Paul Biya. Entre l'illustre prélat et le chef de l'État, c'est une atmosphère de retrouvailles après leur rencontre en mars 2017 à Rome. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. L'échange de cadeaux permet à l'émissaire du pape François de recevoir du chef de l'État cette pipe sculptée, comme pour fumer le calumet de la paix. Un cadeau, une pipe, c'est ça, pipe fabriquée dans l'ouest du pays. C'est beau, c'est belle. Le dîner offert en son honneur donne l'occasion au Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, de rappeler le soutien déterminant du pape François au grand dialogue national.
La réponse de l'homme d'église a valeur de souhait. Que le Cameroun demeure la terre de paix et de rassemblement qu'il a toujours été. C'est en Colombe de la paix que l'émissaire du pape François débarque à Bamenda. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est le représentant personnel du chef de l'État. Mobilisation exceptionnelle, quasiment du jamais vu ici depuis 4 ans. Tous ont les oreilles collées aux lèvres de l'envoyé du pape. Dans son homélie, il prêche la réconciliation. Sans fioriture, il condamne la violence qui n'a jamais résolu les problèmes. Elle les exacerbe même. Fait majeur de cette célébration eucharistique, la remise du pallium au nouvel archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkia. C'est un symbole d'autorité. Le séjour en terre camerounaise de Pietro Cardinal Parolin a également un feu Roland pastoral. 3 messes pontificales célébrées à la basilique Marie-Reine des Apôtres, en Volier, à la cathédrale Notre-Dame de Victoire également. Le message est le même. J'apporterai au Saint-Père votre salutation, mais surtout votre témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Soyez toujours forts dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et restons unis dans la prière. À l'Université catholique d'Afrique centrale, la Lectio Magistralis, entendez cours magistral, lève un pan de voile sur la diplomatie du Saint-Siège. 5 jours d'un séjour intense, le cardinal repart de Yaoundé, laissant aux Camerounais des souvenirs aux valeurs de bénédiction. Alors, vous venez de suivre ce papier de Joseph Clément Omba. Il est un fait qui peut être anodin, mais qui a un sens profond. Le président de la République, après avoir régulièrement envoyé les originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest sur le terrain, a cette fois-ci commis son ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'était l'un des éléments les plus importants de cette visite. Vous savez, vous le dites vous-même, que depuis le début de cette crise, le président de la République a toujours dépêché dans cette région des personnalités originaires de cette région. Pour la première fois, il envoie l'un de ses plus proches collaborateurs, sinon son plus proche collaborateur dans la région. C'était d'abord pour dire aux frères et sœurs du Nord-Ouest que le président attache de l'importance à leur situation, que le président de la République vit avec cette crise. Envoyer le ministre d'État Ngongo Ferdinand, qui n'a pas fait un aller-retour à Bamenda, qui est parti à Bamenda passer une nuit. C'était une occasion pour lui d'écouter les avis, les perspectives des différents acteurs sur le terrain. Et je puis vous dire, peut-être je n'étais pas dans la salle, mais en voyant la qualité des différents groupes qu'il a reçus, il a eu donc l'occasion de toucher de doigt certaines réalités. Il a pu, pendant cette occasion aussi, trouver les mots justes pour expliquer, pour rappeler à tous ceux qui sont venus lui rendre visite les efforts du gouvernement. Et notamment du président de la République. Du président de la République. Et ce que je sais que la plupart de ceux qu'il a rencontrés apprécient fortement les efforts du chef de l'État. La plupart de ceux qu'il a rencontrés souhaitent que le gouvernement renforce son action pour le retour de la paix, parce que la plupart d'entre eux sont fatigués de vivre dans cette situation de peur, d'intimidation. À votre analyse de diplomate et d'élite, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui va changer après cette visite du représentant du Saint-Père? Beaucoup de choses vont changer, au moins sur le plan de la moralité. Le légat du pape n'a pas seulement parlé du fait que la violence ne résout aucun problème, mais il a parlé de la nécessité de respecter la vie humaine. Vous savez ce qui se passe dans ces régions. Nous avons des enfants qui ont perdu toute notion de la valeur de la vie humaine. Vous avez vu
les séparatistes qui ont égorgé les êtres humains comme s'ils égorgeaient de bœufs, couper les têtes, éventrer les gens. Non, ça ne nous ressemble pas. Et j'espère qu'ils ont compris le message du légat du pape. La présence du ministre d'État a fait en sorte qu'il a touché de doigt lui-même. C'est un problème d'infrastructure dans cette région. Je crois que tous ceux qui suivent l'actualité... Ce que vous dites là, Monsieur le ministre, signifie que certains rapports ne sont pas toujours exacts, conformes, ne rendent pas suffisamment compte de la réalité. Il a été bon que le ministre d'État lui-même soit sur le terrain pour rendre compte au chef de l'État. Disons que le fait de dire qu'il a touché de doigt cette réalité, lui-même ne veut pas dire que le rapport n'était pas bon. Mais je dis ceci. Vous l'avez dit vous-même, c'est la première fois que le chef de l'État dépêche sur le terrain une personnalité qui n'est pas de la région. Mais il a été accompagné par presque tous les membres du gouvernement. Je ne dirais pas les élites, parce que le concept des élites ne se limite pas aux membres du gouvernement. Ça couvre tous ceux qui ont eu un impact sur les populations. Il a reçu tout ce monde et il a pu, je crois, si je me base sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu à la fin de ces audiences, il a pu expliquer à toutes ces populations, tous ces gens qu'il a reçus, que le chef de l'État est décidé. Le chef de l'État travaille nuit et jour pour le retour de la paix. Ça prouve aussi que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas un problème seulement des gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un problème de tous les Camerounais. C'est un problème de tous les Camerounais. Et je crois que c'est une bonne chose de passer ces messages. Finalement, pour vous, s'il n'y avait qu'une chose ou deux à retenir de cette visite, ce serait quoi? Ça sera l'offre de paix du chef de l'État est un message de sagesse. C'est un message que les séparatistes doivent écouter et suivre parce que le légat du pape l'a répété. Donc, je crois que le fait que le prélat répète ce message de paix, cette offre de paix du chef d'État est une bonne chose. Le fait que le ministre d'État, Ngongo Ferdinand, ait pu toucher de doigt certaines réalités, écoutez, n'oublions pas qu'il est arrivé à Bamenda tout juste après la mise en place de l'exécutif de l'Assemblée régionale du statut spécial. Donc il a eu aussi l'occasion de discuter avec les maires nouvellement élus, le président et les commissaires de l'Assemblée régionale nouvellement élus pour les écouter, avoir la perspective, mais aussi de les expliquer quelle est la vision du chef d'État en ce qui concerne le fonctionnement de ces nouvelles institutions. Donc je crois qu'on peut retenir qu'il y a eu par cette visite de la part du légat un coup de pouce pour l'œuvre de la paix du chef d'État, de la part du ministre d'État, une opportunité de toucher le doigt, de pouvoir confirmer certains rapports qu'il reçoit du terrain. La paix, qui est l'un des tout premiers principes dans l'action de l'Église catholique. Je vous propose maintenant de voir quelle a été la contribution de cette Église dans la résolution des crises successives que le Cameroun a traversées ces dernières années. C'est dans cette grande enquête signée Serge Atanabiso. La main tendue, on l'a vu, et ce n'est pas souvent ainsi que procède l'Église catholique. Diplomatie des couloirs sied mieux aux hommes en soutane ou robe de bure. C'est vrai que beaucoup de Camerounais découvrent le pape à travers ces dernières sollicitudes, mais il le fait pratiquement chaque semaine. Il s'intéresse à tous les foyers de guerre, là où les gens recherchent la paix, et il apporte toujours son onction
papale et sa puissance de la parole qui rassemble. Depuis les accords de Latran, le Vatican est un État et le pape est reconnu comme chef d'État du Vatican. La diplomatie vaticane est coordonnée par le secrétaire d'État de nous rendre visite. Sant'Egidio, par exemple, est dans cette diplomatie, dans cette médiation. Sant'Egidio s'est impliqué en Angola, d'une certaine manière au Mozambique, et aujourd'hui, n'est-ce pas, en Centrafrique à côté. Sant'Egidio est une association, un mouvement d'église très puissant d'ailleurs, voyez, qui travaille pour la réconciliation entre les peuples, pour le dialogue, voyez, et fait partie du réseau de cette diplomatie, n'est-ce pas. Et Sant'Egidio est très très lié au pape François. Que l'État du Vatican voit passer une semaine entière son numéro 2 hors des murs de la cité note l'importance de la mission. C'est de paix dont il s'agit, au Cameroun qui plus est. Remercier le pape François qui, déjà à plusieurs interventions à Rome, a invité le monde entier à prier pour la paix au Cameroun. Lorsque les enfants ont été tués à Kumba dernièrement, nous avons tous suivi, on peut dire, la forte parole que le pape François a dite en solidarité et en compassion. La politique aux politiciens, vous serez tenté de compléter la phrase. Quand les armes tonnent, quand les massacres des civils s'enchaînent. 3000 morts déjà pour 600 000 déplacés environ, alors que la messe se dit toujours à Boya Kumba, Bamenda Batibo. On s'interroge. De quelles autres armes de persuasion disposerait Saint-Père, légats et consacrés, autres que la prière? Il y a la tradition, bien sûr, mais il y a l'écriture. Le pape, n'est-ce pas, fortifie, enseigne son peuple à travers toute une série de documents. Et le dernier des documents en date, c'est l'encyclique Fratelli Tutti, n'est-ce pas, qui rappelle la fraternité universelle, qui célèbre la fraternité universelle. L'Église s'avance vers les personnes, surtout les belligérantes, pour leur dire le bon sens de la vie. Par exemple, le cardinal a été très clair en disant à Bamenda, la violence ne sert à rien. Son éminence Paroline est bien rentrée mercredi. Certainement que des consignes de circonstance et au service de la mission de paix ont été passées, mais à qui? Certains membres du clergé sont enlevés, tandis que d'autres sont déifiés. Le moment où la crise divise, même entre frères consacrés en Christ. Nous avons des principes, par exemple, au niveau de l'organisation de l'Église. Je suis responsable d'un diocèse, comme le confrère l'est pour le sien. Il y a le principe d'autonomie. Et au-delà de l'autonomie, il y a le principe de communion. Donc, à situation donnée, réponse propre. Ce que nous voulons faire ensemble, quelle que soit la variété des situations, c'est d'avoir l'Évangile comme lumière. Agir toujours au nom de l'Évangile et jamais en notre nom personnel. Si vous n'avez pas vu Cosa Nostra infiltrée et finalement fragilisée par la parole dite le dimanche dans les églises napolitaines, vous pouvez vous rattraper dès maintenant, en comptant les heures au nozo, jusqu'à la fin annoncée, souhaitée. L'Église séduit parce qu'elle parle au cœur et à l'âme de l'au-delà, des choses qu'on ne maîtrise pas, et parce qu'elle promet, la main sur le cœur, à tuer ici ou faire du mal à la paix, on rajoute une flamme ardente au bûcher réservé aux anges chassés du paradis. Flippant, non? Ce que nous venons de suivre là nous amène à parler un peu du processus de paix. Passé le grand dialogue national, on se rend compte qu'il y a des attaques qui se poursuivent, des enlèvements, des massacres, ainsi de suite. Cela cache quand même une certaine hypocrisie. À qui l'attribuer et pourquoi? Disons que le grand dialogue a eu lieu. C'était un point important dans le processus de dialogue. Vous savez, en diplomatie, le dialogue n'est pas un événement, c'est tout un processus.
Donc, avant le grand dialogue, le chef d'État avait opté pour le dialogue. Le grand dialogue a eu comme point d'ancrage le fait de ramener dans la même enceinte presque tous les protagonistes, tous les acteurs. Après ce grand dialogue, le chef de l'État a mis en place un comité de suivi pour continuer ce dialogue avec les partenaires. Donc, dire qu'après le grand dialogue, la situation ne s'est pas améliorée, c'est une façon un peu erronée de regarder les choses. Vous savez, la mise en place des recommandations du grand dialogue doit se faire en tenant compte d'un certain timing, en tenant compte de la faisabilité, en tenant compte d'un certain dosage. Je vous donne un exemple. Est-ce que ce timing, ce dosage sont satisfaisants? Parce que certains vous diront qu'il y a davantage d'attentes encore depuis le début de la mise en œuvre de ces recommandations. Ce n'est qu'une impression, parce qu'ils ne voient pas tout ce qui a été fait. Disons que après ce grand dialogue national, parmi les grandes recommandations, il était question d'accélérer le processus de la décentralisation et d'accorder le statut spécial. Mais pour le faire, il fallait créer un cadre réglementaire, réformer le cadre réglementaire pour tenir compte de cette nouvelle donne. Dès le lendemain, ce processus a été lancé. La mise en œuvre de ces structures demande l'argent. Il fallait trouver ces moyens, puisque il fallait le faire en tenant compte du fait qu'il y a cette nouvelle donne de la Covid. Mais beaucoup a été fait. Il y a des textes de loi qui ont été adoptés, des prisonniers qui ont été libérés. Bon, le fait qu'il y ait eu des violences, nous déplorons chaque fois qu'il y a eu violence, mais il faut reconnaître que les choses se sont améliorées. Je vous donne, par exemple, le fait que par rapport à 2018-2019, après ce grand dialogue, beaucoup plus d'élèves fréquentent par rapport à la situation avant le dialogue. Par rapport à la situation après le dialogue, on constate que les violences ont diminué en dépit du fait que ça continue. Et je vais vous dire qu'après le dialogue, beaucoup de compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont constaté que le gouvernement fait un grand effort et que ce sont les séparatistes qui est maintenant leur véritable bourreau. Parce que la question qui se pose est de savoir qui sont ces personnes qui viennent en libérateur, mais qui posent des actes qui rendent la vie des populations aussi misérable. Vous ne pouvez pas vous poser en libérateur au moment où vous êtes en train de kidnapper les gens pour les rançons. Donc, en fait, tout ce qui se passe, ce que vous appelez violence, n'a aucun rapport direct avec la situation politique. Une question simple, Félix Mbayou. Prenons le cas de la route Babadjou-Bamenda. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que soient mises en œuvre les résolutions du grand dialogue pour l'arranger? Qu'est-ce qui coince? Il y a des choses comme ça simples que les populations veulent voir, mais qui ne se font pas. Pourquoi? Rappelez-vous que les travaux de construction et de réflexion en certains endroits de cette route a été confié à une société appelée Satom. Et que ce sont les séparatistes qui sont venus à l'endroit où on appelle Mile 8 pour brûler tous les engins, tuer certains employés. Ce qui a créé cet ralentissement du processus. Mais les mesures ont été prises. Si vous partez à Bamenda maintenant, vous allez constater que les travaux ont repris. Vous comprendrez qu'une société qui travaille sur cet axe routier, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Tombel, quand on tue ses employés, il n'y a pas autant d'engouement pour aller. Donc, s'il y a eu un ralentissement ou bien retard, ce n'est pas parce que c'est manque de volonté de la part du gouvernement, c'est à cause des actes de séparatisme. Mais ceci dit, nous constatons que les travaux ont repris. Ce n'était pas une question de manque de volonté. Il y a cette reprise sur l'axe Babadjou-Bamenda depuis une semaine.
il y a eu la reprise des travaux de réfection des routes dans la ville de Bamenda. Donc pour vous, les choses avancent? Les choses avancent. Est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement. Mais reconnaissons que beaucoup est en train d'être fait en ce moment. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais vous demander, à votre époque, lorsque vous étiez jeune, quel est le pied de pantalon qui était à la mode? C'était plutôt pattes d'éléphant ou alors pied cigarette? J'ai connu deux modes dans ma jeunesse. Nous avions cette mode qu'on appelait le tana, ces pantalons serrés qu'on devait tirer pour enlever. Et après, on a connu les pattes d'éléphant. Et avec les pantalons, et on portait des chaussures avec les talons assez hautes, avec des salopards, avec des ceintures assez larges. Bon, les chaussures presque qui ressemblent aux chaussures des dames. Et en ce moment, on se croyait au top du monde. Disons, je constate que, en ce qui concerne la mode, ça ne fait que... C'est un cycle. C'est un cycle. Et vous ne croyez pas si bien le dire parce que ce que vous avez appelé Tana revient certainement aujourd'hui sous une autre forme. Vous allez voir dans l'élément de tout à l'heure comment les jeunes s'habillent, notamment dans certains établissements scolaires, avec un pied de pantalon tout à fait particulier. Voici l'air du temps, la chronique sociale de Franck Evina. Caméra braquée sur un groupe d'élèves après les cours. Une tendance vestimentaire attire notre attention chez les garçons. Pour la plupart, pantalons moulants et retroussés, jambes ou chaussettes mises en évidence. C'est le look de l'heure, venu bien sûr d'ailleurs, avec pour saison de prédilection l'été, pour faire chic et fraîcheur. Avant cette nouvelle mode, on a connu le pantalon slim, d'abord chez les femmes, puis chez les hommes. Dans le jargon de la mode, on parle d'un près du corps, pour mettre en exergue les atouts physiques. Sans surprise, pour cet anthropologue, les jeunes répondent tout simplement à une demande sociale. Les jeunes filles dont il est question ici, là, c'est généralement les filles qui sont comprises dans la tranche d'âge qui va de 20 à 30, voire 40 ans. Et la demande sociale de cette tranche d'âge-là, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est le désir. Si vous explorez même la hiérarchie des besoins tels qu'elle est documentée dans les sciences sociales, à un moment donné, il y a un besoin d'accomplissement. Donc je crois que c'est cette tranche d'âge-là qui veut s'accomplir et c'est un accomplissement qui nécessite le point de vue, l'appréciation de l'autre. Épouser la mode, c'est s'inscrire dans l'air du temps. De la tête aux pieds, la touche jeune doit apparaître pour ne pas paraître ringard, d'après Cabrel. Quand on a un certain âge, on s'adapte aussi à la mode. Par exemple, je ne vais pas m'habiller comme un papa de 45 ans alors que j'ai à peine la trentaine. Donc c'est un peu ça qui fait. Quand on a cet âge, on va être bien vêtu, on veut avoir des vêtements près du corps. On essaie de suivre la mode, mais sans débordement, entre guillemets. Pour les jeunes garçons, je crois que la demande est aussi la même. Le fait de vouloir être désiré, exhibé, vous verrez, le style ne change pas toujours. Les jeunes garçons, ils mettent toujours les vestes, mais sauf que la couture de ces vestes-là est différente de la couture des vestes des pères. Les vestes des jeunes aujourd'hui sont dites slimées, c'est-à-dire elles sont beaucoup plus près du corps. Et là, l'explication, c'est que la masculinité, c'est l'affirmation de la force, l'affirmation de la virilité. Vous verrez, il y a les muscles, il y a la taille qui apparaît. Parfois même, les parties génitales sont parfois mises en relief. À chaque époque, ces tendances vestimentaires, celles du moment, ont une dimension érotique assez poussée. Taille basse, dos nu, collant, et on est loin d'avoir tout vu. C'est un style vestimentaire qui stimule l'appétit sexuel avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Et pour argumenter sur ce point-là, vous verrez que ce style vestimentaire que nous constatons dans la société, il est proscrit dans les milieux religieux. Comment ne pas faire de lien avec les mœurs qui se dégradent quand le vêtement commence à avoir du mal à couvrir ce qui ne doit être vu en public? Il y a problème. L'une des causes est une cause institutionnelle. Nous ne sommes pas maîtres de nos vêtements. Nous ne fabriquons pas les tissus. Nous ne cousons pas nous-mêmes
nos tissus. Donc ça fait que nous sommes un peu poreux à ce qui se passe à l'extérieur. La société occidentale, qui est une société hyper érotisée, nous diffuse donc ces modes vestimentaires. En un mot comme en mille, la décence avant la tendance. Voilà, retour sur ce plateau avec vous, Monsieur le ministre Félix Mbayou. Nous allons à présent prendre les questions de quelques internautes qui suivent cette émission sur nos plateformes, les plateformes de la CRTV. Et peut-être rapidement une ou deux questions puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Jean Massoma vous demande, en tant que diplomate, la médiation peut-elle être une meilleure option pour résoudre la crise actuelle? Si par médiation, il veut parler de personnes comme des Camerounais qui font le va-et-vient entre le gouvernement et les différents protagonistes sur le terrain, oui, évidemment, c'est ce qui se passe. Mais si par médiation, il entend un étranger ou bien les étrangers qui viennent... Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Oh, disons, l'expérience a prouvé. Je crois que tous les Camerounais doivent se poser la question si la médiation en République centrafricaine a produit des résultats positifs. Ça fait 20 ans d'un cycle de crise, de médiation sur médiation. Donc, je crois que c'est une crise endogène. Nous pouvons trouver des solutions endogènes à cette crise et je crois que les recommandations issues de grands dialogues sont des recommandations qui répondent aux doléances des peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il est question de faire preuve d'un peu de patience pour la mise en œuvre de ces recommandations. S'agissant du grand dialogue, justement, Zibama, alias Général, vous interroge en tant que chef du secrétariat technique du grand dialogue national. Doit-on vraiment compter sur les recommandations de ces assises au regard de la situation sur le terrain ou alors faut-il envisager d'autres solutions? Je crois qu'au début de cet échange, je vous ai dit qu'en tant que rapporteur général de ce grand dialogue, je puis confirmer que tout ce qui peut être dit en termes de diagnostic de cette crise a été dit. Tout ce qui peut être dit en termes de propositions ont été dites pendant ce grand dialogue. Il est question maintenant de faire preuve d'un peu de patience parce que la mise en œuvre demande des moyens. Et vous savez, c'est facile pour quelqu'un qui a Bamenda, mais pour le chef de l'État, en trouvant des solutions au problème de Bamenda, il doit penser à l'impact sur le reste du pays. On peut vouloir... Par exemple, le plan présidentiel de reconstruction. De reconstruction du Nord-Ouest et du Sud. Où est-ce qu'on en est? Bon, ça avance. Il y a un aspect de ce plan de reconstruction qui concerne, je crois que la première phase concerne la cohésion sociale, c'est-à-dire un effort de reconstruire cette cohésion sociale et vous allez constater que beaucoup d'activités dans ce sens continuent. Mais il faut savoir aussi qu'il faut reconstruire le Grand Nord. Il faut trouver les moyens de tous ces éléments que le chef d'État essaye de concilier. Mais parlant toujours de ce plan de reconstruction présidentielle, n'oublions pas que nous avons un partenaire de choix, le PNUD et les Nations Unies, et le Cameroun bénéficie de PBF, le Peace Building Fund des Nations Unies sur ce plan. Beaucoup de partenaires qui hésitaient au début, maintenant, sont en train d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement japonais a envoyé presque 3 millions de dollars. Le gouvernement allemand est en train de discuter avec le PNUD comment accompagner. Et vous parlez du plan présidentiel, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a ce décret du Premier ministre qui accorde des facilités fiscales à toutes les entreprises qui investissent dans ces deux régions. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc il y a cet effort d'attirer les investissements vers ces régions. Et je puis vous dire qu'au moment où nous parlons, je demande tout simplement un peu de patience. D'ici 1 mois, 2 mois, les Camerounais vont vivre les grands changements dans ces deux régions. Terminons un peu en parlant de vous-même, Félix Mbayou. Vous savez, certaines élites sont accusées de dîner avec le diable, c'est-à-dire dealer avec les séparatistes la nuit
et travailler avec le gouvernement le jour. Dans quel camp vous situez-vous? Je me situe dans le camp de l'honnêteté, de la loyauté vis-à-vis les institutions de la République, de la loyauté vis-à-vis du chef de l'État qui m'a nommé, et de la loyauté vis-à-vis des Camerounais, parce que le double jeu est un jeu très dangereux. On dit en anglais, you sit on the fence in the face of a crisis of this nature, then you are not worth your soul. Donc, je puis le dire sans risque de me tromper, d'être contredit, que ma loyauté ne fait pas de doute. Mon camp, c'est le camp du Cameroun, indivisible. Mon camp, c'est le camp du président de la République. C'est rassurant de vous entendre et on va se séparer sur ces assurances-là. Félix Mbayo, diplomate titulaire d'un doctorat 3e cycle en relations internationales, chef du secrétariat technique lors des assises du Grand Dialogue National. Rapporteur général du Grand Dialogue National aussi. Voilà, entre autres choses. Et donc, vous avez de nombreuses casquettes, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même si j'en oublie d'autres. Merci en tout cas d'avoir été l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de discuter, d'échanger avec le public. J'espère que j'ai pu apporter quelques éclairages qui vont édifier les Camerounais. Mesdames et messieurs, Actualité Hebdo s'achève ce dimanche. Rediffusion jeudi à 21h sur CRTV News. Merci de votre fidélité. L'actualité, c'est ici. Bonsoir. Championnat d'Afrique des Nations de football, la finale, Mali-Maroc. Après un parcours sans faute et une parfaite maîtrise, les Lions de l'Atlas ont confirmé qu'ils sont là pour conserver leur titre. Dimanche, l'équipe du Maroc peut décrocher un second titre consécutif. Mais il faudra battre les Aigles du Mali, solides et qui ne craignent plus personne. Finale du CHAN 2020, Mali-Maroc, ce dimanche à 20h sur CRTV et CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.